Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Cédric Motte. Qui est Cédric Motte? Il a bossé en tant que journaliste à Courrier International et France 3. Puis il a monté une start-up autour des sports de glisse en 2000. Et Cédric a bossé chez AOL pendant 4 ans. Et depuis 2006, il est indépendant. Il intervient en tant que consultant et formateur auprès des groupes médias comme l'Express, AFP, Le Soir en Belgique, Le Temps en Suisse et des marques qui développent une stratégie de contenu comme Ferrero, Société des Eaux de Marseille. Cédric, merci d'être là. Est-ce que tu peux compléter un peu cette présentation et qu'on puisse te connaître personnellement? Merci beaucoup, Lingen, de me recevoir chez toi et chez vous tous. Donc, Cédric, j'ai 38 ans déjà. J'habite dans le sud, du côté de Salon de Provence. Et je suis donc indépendant depuis 2006 avec d'abord 5 années en tant qu'entrepreneur individuel et puis depuis 2 ans via une SARL. Et donc, si je suis basé dans le sud, j'interviens effectivement un petit peu partout, dans tous les pays francophones et puis bientôt, a priori, dans les pays anglophones, sur cette histoire de contenu pour le web, qu'on soit une marque ou qu'on soit un média. Puis d'ailleurs, le fait est, c'est que les marques avec le web deviennent de plus en plus des médias, ou en tout cas ont cette approche un petit peu de contenu, et donc du coup s'intéressent à la production de contenu, à la curation, à comment on est présent en ligne et tous ces trucs-là. Donc il y a toute cette logique-là. Et donc, il y a vraiment cette activité purement contenu journalistique qui est vraiment mon cœur de métier et ma passion, puisque je suis journaliste à la base par envie. Et donc, là-dessus, je suis doucement actif sur Internet via un blog qui s'appelle News Resources, dont je parlerai peut-être un petit peu plus tard. Et en parallèle donc, du journalisme, il y a cette activité autour des marques et des médias. Et là, pour le coup, j'interviens en ce moment, par exemple, à l'ESSEC, à Paris, pour cette notion justement de présence en ligne des marques, comment la gérer, comment gérer les avis, le positif, le négatif et ce genre de problématiques-là. D'accord. Alors, ce que tu fais aujourd'hui, rien n'est lié au hasard. Euh, j'ai vu que très jeune déjà, ton père s'était connecté au web et puis tu t'es lancé dans le journalisme. Et aujourd'hui, finalement, tes deux, tes deux passions se regroupent. Ouais, exactement. Comment t'en es arrivé là? Eh ben en fait, effectivement, donc 38 ans, en 95, du coup, j'étais encore étudiant, et 95-96, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui aimait beaucoup la technologie et qui, du coup, a pris un abonnement chez CompuServe à l'époque. Et donc, mon abonnement, enfin, l'abonnement de la famille, plus exactement, était chez CompuServe, et l'adresse email, c'était une adresse IP, d'ailleurs, c'était assez rigolo. Et en fait, du coup, il y a eu ce chemin en parallèle avec d'un côté mon papa qui faisait ça, de l'autre côté mon frère qui se baladait déjà pas mal à l'étranger et qui euh, a vu aux États-Unis tout ce qui était le web, plus un copain qui est parti aux US qui pareil, a vu ce qu'était le web. Et du coup, en rentrant, ils m'ont raconté tout ça. Et ça matchait, ça correspondait bien avec le journalisme, dans le côté permettre aux gens, et notamment aux médias, mais aux gens de pouvoir raconter des histoires. Et euh, du coup, ces deux trucs se sont mêlés. Pendant mes études de journalisme, le web a déboulé. Et en fait, dans tous les médias dans lesquels j'ai bossé, j'ai à la fois bossé pour le support traditionnel, donc à Courrier International pour le papier et à France 3 un tout petit peu pour la télé, mais en fait surtout pour le web. Donc en 97, 98, ça a commencé. Et donc du coup, euh, bah voilà, j'ai pas eu comme des journalistes par exemple aujourd'hui ou des gens qui s'occupent du marketing et qui peuvent avoir bossé pendant 20 ans sans le web et qui se retrouvent un petit peu confrontés avec le besoin de changer leur façon de bosser, Ouais. de comprendre que les canaux de communication ont changé, cette logique de contenu et tous ces trucs-là. Et donc du coup, euh, j'ai eu la chance d'être immergé dès le début de mon parcours professionnel là-dedans, et donc je me suis pas trop posé la question. Et quand je faisais mes études de journalisme, mon frère m'a dit tu devrais aller bosser chez Yahoo et tous ces trucs-là. Donc c'était pour rentrer chez Yahoo en tant que neuvième employé, ce qui aurait financièrement été une bonne neuvième en France, hein, en France. Oui, Donc, mais d'accord. bon, n'empêche avec les stock options, ça aurait été une sacrée opportunité Ouais. pour aujourd'hui être plutôt du côté des VC que du côté euh, de ceux qui montent des business et tentent d'en vivre. Mais je regrette absolument pas du tout. Et voilà, et en fait,
tout le parcours s'est tourné comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais à Corée International, j'ai bossé sur le web. Du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens à France 3 qui bossaient sur le web. Donc, du coup, j'ai bossé sur France 3 pour le web. Pendant que j'étais à France 3 pour le web, c'était pendant la guerre du Kosovo en 98-99, enfin 99 en l'occurrence, et je travaillais du coup avec le service d'information et de relations publiques de l'armée de terre. Et je fais partie des dernières années à avoir dû faire son service militaire. Et du coup, je suis parti faire mon service militaire. Mais c'était cool parce que je m'occupais du site web de l'armée de terre. Donc c'était Boulevard Saint-Germain à Paris. Sympa. C'était top. Enfin, c'était top, c'était assez amusant. Et pendant que je faisais l'armée, un journaliste avec lequel je bossais, où je pigeais pour un magazine de planche à voile, parce que je faisais pas mal de planche à voile qui s'appelle Wind, m'a dit, viens, on monte un site de sport de glisse qui s'appelait Gliss House. Et donc, pendant l'armée, j'ai commencé à bosser enfin, avec eux. On a monté le truc. On a investi des sous qu'on a perdu un an après parce qu'il y a eu 2000-2001, c'était un peu la grande époque avec la bulle qui explose. Et après 2001, AOL sur Paris. Et commence à avoir des plans sociaux sur AOL en 2004-2005. Et du coup, j'en ai profité pour partir et repartir dans le sud, d'où est originaire ma femme. Et puis à Glisshaus, en fait, on était au début à Paris et on s'est installé du côté de Marseille. Et en fait, la région est top. Et quand on a commencé à avoir des enfants, c'était super d'aller s'installer en bas plutôt que de rester à Paris où on n'avait pas en fait le pouvoir d'achat pour avoir une vie Mhm. sympa. Voilà. Donc du coup, voilà, depuis 7 ans dans le sud, indépendant toujours. Et voilà, tout se passe bien. Super. Alors, ce qui est intéressant avec Cédric, c'est que euh, il est, il a vraiment, euh, il a acquis le meilleur des deux mondes. Parce que non seulement il est très tech, très web, mais il a aussi un parcours académique, journalistique très pointu d'expert. Parce que moi, par exemple, je suis blogueur. Voilà, je me suis improvisé blogueur. Je maîtrise beaucoup de choses. Il y en a qui sont très bons journalistes, mais très peu arrivent à voir les deux. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, Cédric, c'était au WordCamp Paris. Ouais. Et tu nous as époustouflé avec ta présentation parce que tu parlais de stratégie de contenu principalement, on en reviendra. Et c'était très poussé et ça avait un point de vue que moi, je n'avais jamais connu. C'était très journalistique, très profond, très précis. Mais en même temps, c'était très web, très concret. Et ça m'a vraiment marqué. Alors, on va revenir sur ton parcours d'entrepreneur plus tard. Mais j'aimerais qu'on passe un bon quart d'heure sur la stratégie. Parce que c'est vraiment ton expertise, la stratégie de contenu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vois du web sur le contenu? Qu'est-ce qui est en train de se passer depuis quelques années? Oh là, alors. Vache question, dis donc. Ouais, Alors, je sais pas si enfin, après, c'est ce que je pense et c'est ce que je constate. Donc, ça veut pas forcément dire que ça, c'est une parole qui vaut partout ou quoi. Mais euh, il y a plusieurs choses qui interviennent. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont concomitantes, mais il y a un principe de base qui est de considérer que le web est beaucoup plus proche de la radio que de l'écrit. Pour deux raisons. La première, c'est la facilité de mise à jour, c'est-à-dire qu'il suffit d'écouter France Info pour voir que c'est très simple de mettre à jour la radio, entre guillemets. Alors même s'il y a les chaînes de télé continue maintenant comme BFM, iTélé, ce genre de trucs-là, il n'empêche que la radio est le média de l'instantané ou de la réactivité par absolue. Donc intéressant. ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la radio aussi est très proche des auditeurs. Ça fait 40 ans que Madame Michu, elle peut appeler le matin en disant que la politique de François Hollande, elle est discutable, ou de Nicolas Sarkozy, c'est pas le problème, ne faisons pas de politique ici, mais que, en l'occurrence, la radio est très proche de ses auditeurs. Et en fait, le web, c'est proche de la radio. Et euh, en termes de contenu, les médias traditionnels sont arrivés sur le web en essayant de faire ce qu'ils savaient faire avant, c'est-à-dire des magazines, et se sont souvent dit, on va faire un magazine en ligne. Et en fait, on commençait par non pas penser aux lecteurs, mais à penser à ce que eux savaient faire, et on reproduit ça. Et pour les marques, c'est un peu pareil. Historiquement, les marques, elles communiquent de façon verticale, de top-down, comme on dit, c'est-à-dire de elles vers le client, ou en tout cas ce qu'elles espèrent être un client, avec soit des actions de fidélisation auprès des clients déjà acquis, soit avec des stratégies d'acquisition auprès des prospects, mais il n'empêche qu'on est toujours, ou on a toujours été pendant très longtemps, dans une logique top-down. Et c'est vrai que
cette histoire de web, alors ça fait un peu bidon dit comme ça, puis ça fait des années qu'on le sait, mais il n'empêche que fondamentalement, si on pige pas ça, on peut pas faire du contenu qui est tourné vers les gens. Mhm. On peut pas communiquer vers les gens. Et la, la, la vraie différence, en fait, entre avant et maintenant, c'est cet apport et cette différence de philosophie presque qu'on doit avoir quand on parle, ou quand on veut parler de sa marque, ou quand on veut faire en sorte que les gens viennent lire son contenu, c'est toujours de penser aux besoins du lecteur. Alors, euh, c'est assez simple quand on a une marque, a priori on a une cible, enfin on a des produits qui correspondent à des cibles avec des discours relativement connus, et on peut assez simplement. C'est plus compliqué quand on fait du média parce qu'il y a deux façons en fait de faire du média. Soit on essaye de répondre aux besoins des lecteurs et dans ces cas-là on fait des produits. C'est le cas de en ligne, ça va être du BuzzFeed par exemple ou du Minute Buzz, c'est-à-dire que on sait qu'une galerie photo avec les 10 plus belles actrices d'Hollywood, ça Mhm. marchera mieux qu'un sujet sur la politique européenne de l'Allemagne. Bon. Mhm. Euh, donc, penser au lecteur, la difficulté, c'est de ne pas forcément tomber justement dans ce côté un peu bas et facile, Mhm. qui est qu'il y a des contenus faciles pour faire de l'audience. C'est pas très compliqué. Euh, et après, de l'autre côté, on a des contenus qui sont autrement plus compliqués, qui sont peut-être un peu plus pointus, et qui vont en fait toucher beaucoup moins de monde, mais qui vont toucher les bonnes personnes. En fait, moi, c'est tout bête, mais mon exemple est tout simple, hein. Moi, j'ai un blog, enfin, j'avais deux blogs. J'ai Swing Media historiquement et News Resource depuis 2 ans, qui sont des blogs à l'audience super modeste, parce que quand je publie quelque chose, c'est vu par, je dirais, 150 ou 200 visiteurs, ce qui est vraiment pas beaucoup. Je ne cherche absolument pas à monétiser l'audience de mon blog. Par contre, ça fait 7 ans que je vis grâce à ça, parce que les gens qui viennent sur le blog sont des personnes qui, a priori, sont intéressées par les thèmes que je développe, ou Mhm. voilà, les sujets dont je parle. Et donc, en fait, tout l'enjeu, et c'est là où c'est compliqué pour, tout l'enjeu, c'est de réussir à faire du contenu de qualité sans tomber dans le truc moisi du buzz à tout prix. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout si ça répond à ta question. Si, si. En tout cas, en partie. Donc ça, c'est sur le fond. Euh, Après, sur la forme, c'est un peu le point qu'on avait développé justement à WordCamp, c'est certain qu'aujourd'hui, un article avec une photo, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté pour faire parler ou pour raconter une histoire. Et vous avez Enfin, il y a des mouvements qui sont des vraies tendances dans la façon dans les formats de lecture qui vont être ce qu'on appelle donc les webdocs. Alors ça, vous connaissez probablement. Vous pouvez aller voir un site qui s'appelle webdocu.fr où en gros, l'idée c'est de faire des documentaires comme à la télé, sauf que c'est du web. Et donc du coup, il va y avoir toute cette interaction, il va y avoir ce mélange entre du texte, du photo, de la vidéo, du multimédia. On va pouvoir intégrer du réseau social, on va pouvoir intégrer du chat, on va pouvoir... Enfin, bref, il y a plein de trucs super. Le truc ultime, entre guillemets, du webdoc, ça s'apparente presque au ce qu'on appelle le news game, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que la personne, c'est un peu les livres dont vous êtes le héros avant, c'est-à-dire Mhm. que on propose un sujet. Alors Le Monde en avait fait un il y a très longtemps sur les mineurs en Chine, et, euh, et on arrivait et on était en fait, on jouait le rôle d'un journaliste qui arrive en Chine et qui doit enquêter sur les mines. Et alors, il y a des solutions qui est, vous venez d'arriver à Shanghai, est-ce que vous prenez le train? Est-ce que vous prenez contact Mhm. avec le représentant du parti local? Enfin bref. Et donc voilà. Donc ça, c'est le truc abouti, enfin abouti, pas abouti, mais c'est le truc ultime, entre guillemets, du, du mélange et de l'interaction autour du contenu. Ça, c'est un premier mouvement. Il y a un second mouvement qui est ce qu'on appelle le journalisme de données, mais qui n'est pas spécifique au journalisme, qui est l'idée que tout le monde a des datas dans tous les sens. Euh, alors les entreprises notamment, mais aussi les institutions, et il y a des mouvements alors qui sont plus ou moins suivis par les institutions, mais on a un truc qui s'appelle l'open data et qui va permettre à tout citoyen d'aller par exemple sur data.gouv.fr et de récupérer ce qu'on appelle des jeux de données, donc c'est des fichiers Excel qui font pas rêver comme ça, mais qui vont par exemple sur une commune permettre d'avoir une idée de la hauteur des trottoirs et des arrêts de bus. Alors ça paraît anecdotique, mais par exemple il y a une boîte, je crois que c'est à Rennes, mais je suis plus très clair, mais qui du coup a développé une application spécifique pour les personnes handicapées, alors à mobilité réduite, on est censé dire aujourd'hui, D'accord. mais qui du coup
savent quels sont les arrêts de bus dans lesquels ils peuvent monter, c'est tout bête, mais en Ah, c'est fonction de la hauteur du intéressant. trottoir. Voilà, donc ça, c'est le journalisme de données. C'est essayer de donner du sens ou de rendre un service grâce aux données, et ça va de la géolocalisation à voilà. Ça, c'est le second truc. Et il y a quelque chose qui arrive, enfin qui est assez bien implanté aujourd'hui dans les médias, enfin qui a un format qui plaît pas mal, qui est ce qu'on appelle les formats longs, et qui est issu enfin que le New York Times a lancé en fait en décembre 2012 avec un article qui s'appelle Snowfall, qui Hmm. racontait, pardon, excusez-moi, qui racontait l'histoire d'une bande de copains qui est parti faire du ski et qui a été pris dans une avalanche. Et en fait, D'accord. la navigation dans l'Arctique se fait juste en descendant la souris, et alors après, on a des effets de parallaxe, on a des effets de trucs. Alors aujourd'hui, le parallaxe, ça fait doucement rigoler parce que déjà, c'est relativement installé en termes de design, hein, le fait que le texte chevauche l'image et que on a des passages comme ça. Il y a évidemment des interactions avec des cartes, avec de la vidéo et ce genre de trucs, mais toute la navigation et toute l'histoire se fait juste en descendant. Et aujourd'hui, c'est un format qui est vraiment super adapté parce que ça permet vraiment de raconter des histoires là où, voilà, où un article, une photo, ça permet de raconter des histoires aussi, mais de façon moins immersive. Le truc important de ces formats-là, c'est que du coup, il n'y a plus du tout les colonnes sur le côté avec toutes les pubs qui font sapin de Noël ou un truc là. C'est vraiment super épuré. C'est évidemment du responsive design, donc c'est lisible aussi bien sur mobile, tablette que grand écran. Et voilà. Et donc, euh, sur le fond, donc pour résumer, je suis désolé si les réponses Non, sont un non, peu... non, vas-y. Sur le fond, euh, il faut essayer donc de savoir ce que veut le lecteur tout en gardant un minimum de qualité. Euh, et sur les formats, il faut regarder et jeter un œil sur ces trucs-là. Alors, voilà. Hmm. Si D'accord. je reviens sur le... Ouais, vas-y. Ah, alors, justement, euh, étant donné tout ce contexte, cet environnement, ce qui se fait, pour un blogueur qui vient peut-être de commencer, qui veut créer une audience, qui a une passion, qui veut peut-être vivre de ça, qui veut interagir avec ses lecteurs, qu'est-ce qu'on fait de tout ce contexte, de tout ce qui se passe, de tout ton savoir-faire, de toute ton expertise et de ce que tu vois? Comment le blogueur qui commence juste son blog sur le tricot peut utiliser tout ça? Quel Alors, conseil tu leur donnerais en gros? le conseil que je donne à un blogueur, c'est de pas forcément être dans la production de contenu à tout prix. En D'accord. gros, la répartition du temps d'un blogueur doit être celle-ci, enfin doit être celle-ci, en tout cas c'est une proposition. C'est sur 100% du temps où vous bloguez, que ce soit 1 heure par mois ou 10 heures par jour, D'accord. vous pouvez le répartir en 3 tiers qui vont être un tiers, j'écris des articles. Quand même, il y a un moment où effectivement il faut produire. Bon. Un second tiers qui va être, je vais lire des blogs ou des sites qui sont sur la même thématique que moi, et je vais intégrer la discussion sur ces blogs-là en proposant des commentaires qui sont pertinents et pas juste en disant lol, MDR ou des trucs comme ça, mais vraiment en essayant d'apporter quelque chose à la discussion. Euh, Ça, c'est un moyen tout bête, mais les blogs, en fait, la blogosphère, comme on dit, c'est pas une blogosphère. Elle est thématisée. Donc, il y a les blogs politiques, les blogs de tricot, les blogs de cuisine et ce genre de trucs-là. La notion de blog, en fait, c'est vraiment pour moi le réseau social autour d'une passion, effectivement. Et en allant commenter les uns chez les autres, on fait partie d'une discussion plus globale, et on existe un peu partout, entre guillemets. Et si vous dites pas trop de conneries dans les commentaires, et ben du coup, les gens se diront, tiens, c'est intéressant ce qu'il raconte. Et comme sur un blog, quand vous laissez un commentaire, il y a un lien vers chez vous, du coup, c'est un moyen de faire découvrir votre site. Voilà, donc ça, c'est le deuxième truc. D'accord. Et le troisième truc, c'est que normalement, alors, c'est un peu plus compliqué en ce moment parce que justement, ça, c'est un des changements de ces dernières années, c'est que avant, les blogs étaient vraiment le lieu de la discussion. Aujourd'hui, ce lieu s'est un petit peu déplacé vers du Twitter, du Facebook, Mhm. essentiellement Twitter et Facebook d'ailleurs, hein, parce que pour le reste, c'est un peu plus discutable. Mais il n'empêche que ce troisième tiers, c'est concentrez-vous sur animer la communauté chez vous. Euh, voilà, alors ça peut être du co-blogging, ça peut être plein de trucs, mais en premier lieu, c'est déjà de répondre dans les commentaires et d'être actif en relançant et ce genre de trucs-là. Euh, D'accord.
Voilà. Donc ça nous fait 3 tiers. Si on prend le point de vue du marketing, c'est à peu près ça. C'est création de contenu, engagement avec les lecteurs et promotion. Donc je te rejoins Ouais, parfaitement. ça n'est rien de révolutionnaire, hein. Oui, Après, sur tout ce qui est format et ce genre de trucs-là, euh, ce qui va faire venir les gens, c'est le fait que vous racontiez quelque chose, pas forcément que ce soit bien écrit ou mal écrit, c'est mieux si c'est bien écrit. Mais vous focalisez pas là-dessus, hein. Quand je fais des formations auprès de journalistes et que je leur montre un outil, un CMS, un WordPress ou ce genre de truc-là, l'une des premières questions, c'est est-ce qu'il y a un correcteur orthographique? Comment on fait? d'accord. En tout cas, il y a énormément de journalistes, je vous assure, qui en fait savent pas forcément très bien écrire. Ils savent très bien aller interroger des gens, trouver des infos et ce genre de truc-là, mais c'est pas forcément eux qui vont avoir cette écriture. Enfin, c'est pas forcément eux d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, dans les rédactions, vous avez le journaliste et puis vous avez ce qu'on appelle le secrétaire de rédaction, qui est donc le journaliste qui lui ne bouge pas, enfin ou rarement, et qui va reprendre la matière première, la matière D'accord. brute produite par un journaliste, et qui va s'occuper souvent, par exemple, de titrer ou de retitrer ou de faire ce qu'on appelle le Intéressant. chapeau, c'est-à-dire le premier truc. Donc, n'ayez pas peur d'écrire mal, c'est pas grave. Ok. C'est pas vrai, c'est pas grave du tout. Mais il faut que votre histoire, il faut que l'info que vous donniez, elle, soit, enfin, apporte quelque chose à la discussion. Euh, N'allez pas piquer les idées ailleurs. Ou alors, si vous piquez des idées ailleurs, vous en piquez 10 par semaine, vous faites un billet le samedi en disant, voilà les 10 articles que j'ai lus cette semaine et que vous ne devez pas avoir loupé. Enfin, c'est très basique hein, comme format, mais ça marche très bien. Tagada, tagada. Et vous prenez éventuellement le titre du billet et vous mettez deux, trois mots, pourquoi vous l'avez bien aimé et un lien vers le truc. Ça, pareil, c'est un format de contenu, quand on se lance, qui est très pratique. Euh, Curation. Très ouais, sympa. c'est de la curation un peu plus que juste des liens sur Twitter ou du Scoop It Mm, mm. ou ce genre de truc-là. C'est quelque chose vraiment qui est mettre en valeur des auteurs et leurs articles dans votre blog à vous. Et pas juste parce que c'est tellement facile d'appuyer sur un bouton Scoop It Oui. ou sur un tweet que la valeur que vous donnez est vachement différente quand vous faites un vrai billet en expliquant voilà ce que j'ai lu là, là, là. D'accord. Merci Cédric, parce que c'est exactement ce conseil que je voulais te donner. J'ai énormément de lecteurs et de personnes qui m'écrivent et me disent, voilà, j'ai des choses à partager, mais je ne sais pas écrire et je ne suis pas à l'aise avec l'écrit. Et donc, c'est super encourageant ce que tu dis. Je t'en remercie. Malgré tout, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, comme tu te donnes durant les formations, pour qu'ils progressent un peu plus vite? Parce que nous, on n'a pas de secrétaire de rédaction du coup. Qu'est-ce Ouais. que tu Alors, dirais aux blogueurs pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise et qu'ils publient du contenu sur leur passion? euh, bah, de donc effectivement pas se prendre la tête sur l'écriture. Euh, Si vous êtes vraiment passionné, euh, vous allez assez naturellement trouver des sujets. Parce que quand on est passionné, en fait, on va lire plein de trucs sur sa passion, ou on va regarder des trucs à la télé, ou sur le net, ou ce genre de trucs-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la notion d'association d'idées. C'est-à-dire que vous allez lire un billet, on va lire un billet chez toi, on va lire un autre chez un autre blogueur, puis on va lire un article, et on va se dire, mais en fait, si je fais ça, je comprends que le Huffington Post, par exemple, aux États-Unis, c'est 60 journalistes et 6000 blogueurs et ils font l'audience du New York Times. Ah! Donc, du coup, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut, quand on a sa passion, il faut euh, je sais pas, moi, quel conseil donner, c'est vachement compliqué. Ce que je veux Alors dire. justement, tu en as parlé un petit peu et je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est l'aspect un peu personnel, le storytelling. Les gens sur le web aiment les histoires, ils n'aiment pas simplement du contenu brut. Et tout à l'heure, tu disais apporter quelque chose, pas simplement répéter ce que d'autres ont dit. Comment on peut jouer sur ça? Comment moi, qui suis un simple passionné, qui suis pas forcément expert, mais je suis vraiment passionné, comment je peux apporter de la valeur alors qu'il y a plein de choses? Il y a des pages Wikipédia, il y a d'autres blogueurs qui en parlent. Comment je peux apporter un plus à cette blogosphère? Euh, Est-ce que tu es d'accord, par exemple, sur le fait que moi, je prône pas mal le personal branding, c'est se mettre un peu en avant, raconter un peu des anecdotes personnelles. Est-ce qu'on doit rentrer un peu dans ça?
pour se démarquer ou pas? Mais, Qu'est-ce que t'en mais penses? ça dépend vachement du thème dans lequel on est. Mais d'une manière générale, il est certain que le blog est a priori le lieu sur lequel vous allez pouvoir pas raconter votre vie parce que objectivement tout le monde s'en fout, mais par contre autour du thème sur lequel vous bloguez, raconter vos expériences à vous, c'est certain. Que ce soit quelqu'un qui a un blog de cuisine et qui dit bah dis donc j'ai essayé de faire un flan à la courgette et je me suis complètement foiré, ça a fait un soufflé. D'une part, c'est assez improbable et ça va faire marrer les gens, mais en plus, euh, dans les questions, on va potentiellement avoir du coup du ah mais pourquoi t'as fait ça, comment t'as fait ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est D'accord. le web et les blogs notamment sont une grande discussion. Donc, comportez-vous sur vos blogs comme si vous étiez à un dîner entre copains ou entre personnes d'une même association qui partagent la même passion et ce genre de truc-là, et qui vont dire, ah dis donc, moi hier, je sais pas, on a fait une sortie en vélo parce qu'on a un blog sur le VTT, et on a fait une sortie en vélo et au bout de 2 heures j'étais crevé, je comprends pas, est-ce que Mm. vous avez des conseils à me filer? Enfin, je sais pas. Et en fait, c'est vraiment non pas se dire on va créer un magazine, on va créer du contenu ou ce genre de truc-là, mais c'est euh, penser vos expériences à vous servent aux autres. C'est un truc, par exemple, assez intéressant dans les formations qui est qu'on a toujours, au début, quand on donne des formations, on a la sensation que on va pas forcément apporter beaucoup aux autres ou que les gens savent tout ou ce genre de truc-là. Et en fait, il y a plein de gens qui savent plein de trucs, ça c'est certain. Mhm. Mais d'une manière générale, euh, l'apport que vous faites est tout à fait intéressant parce que même si même si sur Twitter, par exemple, vous avez dans la salle quelqu'un qui utilise déjà bien Twitter, vous n'avez pas forcément exactement le même usage et inversement. Et donc, du coup, si vous rentrez dans la discussion, non seulement vous, en tant que formateur, vous allez apporter quelque chose, mais si vous laissez la parole et si vous animez le débat et que la personne de la salle peut elle aussi faire remonter son expérience, dans ces cas-là, vous avez tout gagné. Eh ben, un blog sur une passion, c'est un petit peu ce même rôle de formateur, entre guillemets, ou en tout cas de partage de passion. Parce qu'un bon formateur, c'est D'accord. quelqu'un enfin, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est à l'écoute. euh, voilà, et donc, Alors, tu parlais de Twitter. Justement, c'est vrai qu'en tant que blogueur, on a vraiment l'impression de, voilà, je parle, les gens m'écoutent. Donc, j'aimerais qu'on passe un petit peu un temps sur tout ce qui est médias sociaux, sur l'engagement qu'on peut avoir avec notre audience, sur les interactions. Comment utiliser les médias sociaux quand on est débutant? Est-ce que je commence par Facebook? Est-ce que j'utilise Twitter? Est-ce que je dois utiliser les deux? Et comment on utilise tout ça? Selon ton expérience et ton observation, est-ce qu'il existe une meilleure manière d'utiliser les médias sociaux quand on est blogueur ou quand on cherche à être influenceur sur le web? bah, la meilleure manière, c'est de se poser la question de sur quels réseaux sociaux est ma cible. D'accord. Euh, donc, quand on est blogueur, en fonction, ça va être plus ou moins du Facebook, plus ou moins du Twitter. Par exemple, sur Facebook, ça va être particulièrement adapté à des thèmes qui sont des thèmes qui vont toucher les gens dans leur vie personnelle. Tout ce qui est cuisine, tout ce qui est tricot, tout ce qui est sport et ce genre de trucs-là, Facebook est a priori particulièrement adapté puisque l'usage en bonne partie qu'ont les gens de Facebook, c'est un usage plutôt personnel, c'est-à-dire qu'on va y retrouver à la fois des familles, des amis, des Mhm. potes, on va se mettre dans des groupes pour déconner ou dans des groupes sérieux, on va retrouver son association de sport machin. Voilà. Donc, on est plutôt sur Facebook dans un usage perso. À l'inverse, sur Twitter, on est plus dans un usage pro. Donc, si je crée un blog parce que je suis analyste financier et que je me dis, tiens, j'ai des trucs à raconter et j'aimerais bien à terme vivre de ça parce que j'ai envie de vivre de mon blog. D'accord. Analyste financier sur Facebook, objectivement, c'est discutable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout y être, mais c'est pas forcément là où il faut concentrer ses efforts. Il faut peut-être aller plus sur Twitter et plus que juste poster ses billets sur Twitter, il faut s'intéresser du coup à l'écosystème de la finance et comment, par exemple, sur la bourse, vous avez les banques comme euh, les boursiers et les boursiers, merde, les agences de cotation, ce genre de trucs-là, qui vont utiliser Twitter justement pour définir des tendances. Donc, il y a sur tous les sujets plus pro, allez plutôt sur Twitter. Sur des sujets plus perso, allez plutôt sur Facebook. Sur des sujets très visuels, euh,
Pinterest, c'est un peu particulier en l'occurrence, mais c'est vrai qu'aux US, ça a l'air de très très bien fonctionner en termes d'apport d'audience pour tout ce qui est blog autour de cuisine, mode, beauté, architecture, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, tous les trucs assez visuels par Mm, définition. mm, Là où Pinterest est un petit peu différent des autres, c'est qu'on n'est pas forcément dans la logique du réseau social dans le sens discussion. C'est juste que vous allez avoir potentiellement beaucoup de gens qui vont vous suivre. Donc en fait, sur Pinterest, on est beaucoup plus dans une logique finalement de consultation magazine, entre guillemets, d'accord. que d'échange et de discussion. Mais c'est certain que selon les contenus que vous produisez, enfin selon le thème en fait, il faut plutôt aller sur Pinterest que sur Facebook si vous voulez ramener des gens. D'accord. Euh, et en fait, le conseil que je donnerais, c'est plutôt vraiment, regardez, essayez de voir où sont les gens à qui vous vous adressez. Après, ça peut être un forum, hein. Ça peut être un forum, ça peut être un... Sur le cinéma, il vaut peut-être mieux être super actif sur Allociné que d'être sur un forum d'Allociné Mhm. qu'ailleurs. C'est D'accord. pas... Je veux dire, ça s'arrête pas à Facebook et Twitter. Et donc, du coup, trouvez votre cible, trouvez où elle est et soyez actif dessus. Je sais pas comment vous dire. Alors, est-ce que tu peux partager un peu ton expérience personnelle? Comment toi, tu utilises Twitter, par exemple? Alors, moi, Twitter, je l'utilise dans deux sens principaux. Le premier, c'est que c'est mon carnet d'adresse, D'accord. en gros. Tu peux te Euh, développer un petit peu? Bah, en fait, c'est un carnet d'adresses augmenté même. C'est-à-dire que le principe des réseaux sociaux, donc, est de fonctionner sur la fameuse et connue désormais théorie des 6 degrés de séparation, qui est que je te connais, tu connais quelqu'un, et donc je peux, en passant par toi, aller toucher cette autre personne-là. Et donc, sur Twitter, quand vous êtes en contact avec 100 personnes, chacune de ces personnes-là est elle-même en contact avec, disons, 100 personnes. Bon, je sais plus quelle est la moyenne. Je sais que sur Facebook, on est autour de 153, je crois, un truc, 153 en D'accord. moyenne, amis, un truc comme ça. Enfin bref. Et donc, en fait, à des niveaux -1, -2, -3, vous pouvez aller toucher des gens de façon assez éloignée par rapport à vous, mais vous pouvez avoir accès au monde entier. Et alors moi, c'est un truc que j'ai expérimenté il y a quelques temps, justement, enfin, que j'expérimente régulièrement, qui est, ben voilà, je vais intervenir pour un journal suisse qui s'appelle Le Temps, et j'ai du coup besoin d'avoir des infos sur les médias en Suisse, l'écosystème, comment ça marche, qui fonctionne bien, qui fonctionne pas bien, et ces trucs-là. Donc, je me renseigne sur le net, notamment via Google, évidemment. D'accord. Je passe des coups de fil. Et alors, mon problème, c'est que sur Google, j'ai des infos qui sont plus ou moins datées en termes d'audience et tous ces trucs-là. Donc, bon, je peux sortir quelques trucs, mais c'est pas forcément hyper riche. Les coups de fil que je passe, bah, c'est très aléatoire. Quand j'essaie d'avoir le directeur de ce qu'on appelle la REMP en Suisse, qui est l'organisme qui vérifie la diffusion, donc le nombre d'exemplaires vendus, bah, son secrétaire fait très bien son boulot et dit bah non, il a piscine, il veut pas vous prendre, ce genre de truc-là. Mhm. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je me tourne vers Twitter en envoyant un tweet en disant, bah voilà, écoutez, j'ai besoin d'infos sur la Suisse et le web et les médias. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voici un Google Doc que je mets en lien. Et cette vieille histoire, parce que c'est en 2000... putain, je crois que c'est 2000, 2009, non, c'est pas possible. Si, c'est possible, hein, 2009. 5 ans. Et bref, ça fait un moment. Euh, donc c'est un Google Doc donc ouvert à tous. En quelques heures, il y a eu un nombre incalculable. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Donc il y a plein de gens qui ont participé. Et j'ai notamment eu quelqu'un qui m'a dit contacte-moi, je vais lui filer le numéro de téléphone mobile du bonhomme que tu essayes de joindre. Parce que j'avais dit dans le document que j'essayais de joindre telle ou telle personne s'il pouvait me aider à les contacter. Voilà. Et donc du coup, j'ai pu appeler sur le téléphone mobile du monsieur. Et 2 heures après, Génial. j'avais mes infos. Ouais. Donc les réseaux, c'est ça, c'est le carnet d'adresses augmenté. Mais ça, les gens sont prêts à vous aider que si avant vous les avez aidés, que si D'accord. avant vous êtes actif, que si avant vous apportez un peu de valeur. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, si vous faites pas n'importe quoi, si vous ne faites que tweeter des photos de bouffe ou de dire que vous êtes à la piscine, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si vous arrivez à vous intégrer, comme pour des blogs, hein, tout fonctionne pareil, dans la discussion et ce genre de truc-là, bah, du coup, au bout d'un moment, vous allez finir par être quelqu'un de euh, sympa, sans C'est parler de important. reconnaissance ou de crédibilité, mais en tout cas de sympa, et qu'on est prêt à aider du coup. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et voilà comment j'utilise en gros le truc. Après, je l'utilise inévitablement pour faire la promo de mes papiers.
un de mes papiers, de mes articles sur le blog, mais bon. Mhm. euh, Très bien. Alors, tout à l'heure, tu parlais de carnet d'adresses augmenté, de moyens de se faire connaître et de toucher des personnes qu'autrement tu pourrais plus difficilement. J'aimerais qu'on prenne un peu d'avance sur les années à venir. Ça se fait déjà un petit peu, mais je pense vraiment que ça va commencer à se développer. C'est pour un blogueur qui a quand même une assez bonne audience, qui a un bon site. Comment on pourrait se faire remarquer par des journalistes? Parce que justement, c'est un peu ton expertise. On a des choses intéressantes et je vois qu'on fait quelquefois des reportages sur, par exemple, les blogueuses mode. J'en ai vu. On a l'impression qu'en tant que blogueur, on doit attendre parce que les entreprises envoient des communiqués de presse, voilà, tout le tralala passe par des agences. Mais nous, en tant que blogueur, on est impuissant, on se dit qu'on n'est pas intéressant, on attend. Est-ce qu'il n'y a pas une manière plus proactive d'essayer de… Est-ce que ça sert de tweeter à un site de journalisme? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut prendre, être proactif? alors, euh, Sachant, excuse-moi, hein, sachant que l'idée derrière, c'est si on a un contenu de qualité, qu'on est passionné, eh ben, un journal peut nous faire prendre une autre ampleur, peut aider notre blog, notre contenu à prendre une autre ampleur. et ouais. Mm. Alors, euh, je vais être relativement honnête là-dessus. Il y a deux choses différentes. D'une part, c'est très bien d'être cité dans un média et ce genre de truc-là. C'est très bien de passer à la télé ou de passer, voilà. Mais euh, c'est pas ça qui fait l'audience du site. C'est-à-dire que vous allez potentiellement voir un pic, Mhm. mais ne vous attendez pas forcément à passer un palier, sauf si vous êtes vraiment au cœur du reportage. C'est D'accord. vraiment fondamental d'avoir ça en tête parce que moi, les quelques fois où j'ai pu passer à la radio, alors à la télé ça datait, donc c'était à l'époque machin, mais à la radio ou sur des sites web ou dans des magazines ou ce genre de truc-là, l'impact sur l'audience est très faible. Vraiment D'accord. super faible. Mhm. Il y a et ça date, mais Challenge avait fait les meilleurs blogs, le magazine, l'hebdomadaire Challenge avait fait un truc sur les blogueurs avec à l'époque Pierre Chapaz en couverture quand il était sur quel coup, enfin bref. Et en l'occurrence, j'ai eu la chance de faire partie des 5 blogs qui étaient référencés. Alors bon, malheureusement, le premier c'était Morandini, mais après il y avait le mien, il y avait 4 autres blogs. Bon. D'accord. Donc c'est un hebdomadaire qui a une diffusion assez importante, c'est sur le papier, Mhm. donc les gens consultent le truc et tout. Ça a eu aucun impact sur mon truc. Donc il faut pas, c'est très bien pour l'ego, D'accord. mais, mais objectivement, si vous voulez augmenter votre audience, il faut penser web. Et même sur le web, certains de mes articles ayant été pris dans le Nouvel Obs, l'Express, avec des liens vers chez moi et ce genre de truc-là, ça apporte relativement peu d'audience. Je veux pas faire la douche froide, hein, Non, non, mais vas-y, dis vraiment ce que tu ou penses. alors c'est parce que c'était sur des sujets qui eux-mêmes n'ont pas fait beaucoup d'audience dans ces médias-là, ce qui est possible. Mais il y a quelques années, j'avais fait un papier où j'expliquais, bah tiens, voilà, typiquement dans le genre expérience personnelle partagée, j'expliquais pourquoi je ne voulais pas de photos de mes enfants sur Facebook en ligne et ce genre de truc-là. Donc ça, c'est un truc qui a été repris par l'Express, qui a été repris par d'autres sites, mais en termes d'audience, honnêtement, ça m'a ramené 15 bonhommes. D'accord. Alors que c'était sur le site de l'Express avec un beau lien, gna gna, bidule. Donc il faut pas chercher ça. Si vous le cherchez, par contre, euh, il faut pas penser, il faut penser comme pour vos lectorats, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un journaliste aille vous voir vous plutôt que quelqu'un d'autre. Ça peut être par des prises de position un petit peu particulières. Mhm. Je vois. Enfin, toujours, ça va être de toute façon par rapport à l'histoire que vous allez pouvoir raconter. Et vous pouvez éventuellement faire un tweet en mentionnant des journalistes. Alors, il faut mentionner, par contre, si vous voulez le faire ça, euh, mentionnez des gens, mentionnez pas les titres des médias. Oui, C'est-à-dire, d'accord. mentionnez @lemonde.fr, tout le monde s'en fout, mais renseignez-vous si vous êtes sur le blog cuisine pour voir quels est éventuellement les journalistes qui s'occupent de la rubrique cuisine dans M le magazine ou ce genre de truc-là, et voir du coup, @Catherine. Si ça vous intéresse, j'ai fait un papier sur la brandade de morue. Bon. Euh, Al- Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans ton cas personnel maintenant, justement, de rentrer dans les coulisses de ton parcours?
tu es quand même intervenu, tu es consultant pour des grands groupes, tu es intervenant à l'ESSEC. Comment toi, tu as fait pour en arriver là alors? Évidemment, tu as du contenu de qualité, ça commence par ça, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu as entrepris pour en arriver là? Il y a un principe de base, enfin en tout cas qui moi fonctionne, mais je sais pas si c'est un modèle pour tout le monde, c'est en tout cas pas forcément. Mais c'est je donne tout. C'est-à-dire que tout ce que je publie, par exemple, en licence Creative Commons, et dans ce que je publie sur mes billets, il y a strictement rien que je garde en me disant, bah tiens, ça, je pourrais le vendre. D'accord. Euh, donc je suis pas du tout. Alors je discutais pas mal. Je connais bien Jean-François Ruiz et Sébastien et ce genre de trucs-là parce qu'à l'époque on avait monté. Enfin Jean-François notamment avait été à initiateur d'une association de blogueurs qui s'appelait Point Triple. D'accord. Ça c'était il y a longtemps dans laquelle on était avec Jean-François, avec Philippe Lagan, avec Richard Malter de Taparonte, avec Benoît Descaries. Voilà. Euh, et donc, au bout d'un moment, il y a eu on a vu que nos parcours se sont séparés avec d'un côté Jean-François qui s'orientait plus vers la notion vraiment de marketing et de vente en ligne. D'accord. Là où j'étais beaucoup plus du côté un peu, bah, c'est pas par le contenu que je vais gagner quelque chose, mais c'est par la légitimité que je vais essayer d'acquérir en publiant du contenu de qualité que du coup je vais avoir des clients sur mon business. Mais j'ai jamais essayé de vendre quelque chose sur le net en termes de contenu, par exemple. J'ai jamais dit inscrivez-vous ici avec un email et vous aurez les 10 conseils de machin. Je reconnais que je fais pas ça du tout. D'accord. Euh, mais c'est parce que j'ai un business à côté. Ok. Ok. Alors, s'il y avait des choses à refaire, si tu reprends les 10 dernières années, Ouais. il y a forcément des choses où on peut améliorer, c'est sûr. Quelle serait une ou deux choses que tu aurais aimé faire autrement qui auraient accéléré le processus? Euh... Oh punaise. Euh, euh, Ou tu- peut-être, qu'est-ce que tu as fait de bien que tu conseillerais à un jeune blogueur? Qu'est-ce qui a, au-delà du contenu de qualité et de la notion de partage est très intéressante. Moi, je suis vraiment dans là, donner généreusement et les gens vous le rendront d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y a Voilà. pas autre chose qui peut nous aider? Bah, en fait, quand je regarde ceux qui réussissent, vraiment, D'accord? à- en termes d'argent, pas peut-être en termes de bonheur personnel, mais en termes d'argent, euh, ce sont des gens qui ont cette idée de vendre toujours. Là où moi j'ai l'idée de donner en espérant récupérer après. Euh, donc peut-être que ce que j'aurais dû faire de façon un peu plus claire, c'est expliquer concrètement, plus concrètement, ce que je fais, ce que je vends, et essayer de... Je sais. Non, j'avoue, putain, je sais pas. Sur des... Mais non, mais je sais pas. Tu regrettes absolument rien, ça, je le vois. Non, objectivement, je regrette rien. Après, j'ai fait plein d'erreurs. Ouais. J'ai fait des erreurs qui ont été de pas forcément Pas- prendre des opportunités ou ce genre de Parce trucs. que tu vois pourquoi je te pose cette question, c'est que moi-même, pendant 2 ans, c'était assez dur et heureusement, c'est quelque chose qui me passionnait. J'ai pu avoir la chance d'être payé, d'avoir eu mon père qui m'aidait financièrement. Et aujourd'hui, je suis vraiment mais vous avez qu'une vie, lancez-vous dans votre passion, allez-y à fond. Par contre, soyez responsable. C'est vrai que derrière, il y a une notion, l'argent, il faut de l'argent pour survivre. Et puis, on ne peut pas se lancer sans stratégie, il faut quand même réfléchir à un business. Tu disais tout à l'heure que tu avais un business. Et moi, je suis dans un dilemme où j'ai envie de pousser les gens à leur dire, mais vivez de votre passion, mais en même temps, ce n'est pas facile. Et j'aimerais vraiment leur donner des outils, des astuces, s'inspirer de solopreneurs comme toi pour leur dire, voilà, il y a des choses à faire, des erreurs que j'ai commises, que je te conseillerais de ne pas faire ou des choses que j'aurais dû faire. C'est vraiment cette idée-là. C'est pour ça que je te pose cette question. Ouais, 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 ouais. Euh, Combien de temps ton business il a mis avant d'être profitable ou combien de temps tu as mis pour vivre vraiment pleinement de ce que tu aimes? Bah, c'est un peu compliqué parce que j'avais déjà
je vivais déjà de ma passion, entre guillemets. Puisque le journalisme et le web étaient déjà ce que j'aimais beaucoup avant, même Ouais. si je fais du skate et d'autres trucs, mais c'était vraiment ça qui me plaisait. Donc, Quand tu avant t'es de me mis lancer, indépendant, surtout, voilà. voilà, quand je me suis mis indépendant, ouais, mais je me suis mis indépendant dans le prolongement des expériences précédentes. C'est D'accord? pas analyse financier, j'adore la cuisine et je me dis, tiens, je vais lancer un blog de cuisine. Mhm. Donc, je sais pas si là-dessus j'ai forcément quelque chose à partager, puisque du coup, en parallèle du blog et ce genre de trucs-là, j'avais déjà quand même, mine de rien, un peu bossé et donc j'avais un réseau. Donc, objectivement, mon business, Intéressant. dès le début, il était rentable. Je me suis salarié, enfin, je me payais un salaire sans truc. Donc, il n'y a pas. Donc, en fait, tu as pu capitaliser sur ton réseau. Quand tu t'es lancé à ton compte, tu as pu Voilà. continuer à peu près à faire la même activité, sauf que tu étais devenu ton propre patron avec à peu près les mêmes clients, c'est ça? Alors, en gros, c'est ça. D'accord. En gros, c'est ça. Très bien. En tout cas, avec la même activité au début. La formation, par exemple, c'est un truc, moi, c'était pas du tout prévu. C'est juste qu'en discutant sur le blog de quelqu'un qui est super, qui s'appelle Joël Ronez, qui maintenant est directeur web de Radio France et qui est le directeur aussi pas de Virgin, merde, Ah! Bon, la radio jeune, entre guillemets, de Radio France, je sais plus. D'accord. Mais bref, on discutait sur nos blogs respectifs via commentaire. Un jour, il me dit, viens, on bouffe ensemble. Je suis allé manger avec lui. Il me dit, tiens, il y a telle école de journalisme qui a besoin de formation sur le web. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui. Et voilà. Et en fait, c'est un des trucs dans le business, je pense, c'est d'être vraiment, par contre, complètement ouvert et de pas s'enfermer dans. Enfin, il y a deux options. Soit vous êtes certain, mais vraiment absolument certain, d'avoir un business qui n'existe pas, où il n'y a personne, ou alors vous allez apporter une plus-value exceptionnelle et vous vous concentrez là-dessus et vous avez 3 ans et voilà. Ou alors il faut être vraiment très très ouvert sur toutes les opportunités qu'il peut y avoir et une activité sur laquelle vous ne pensiez pas du tout vous mettre et vous vous dites mais putain je sais pas du tout faire ça. Euh, Ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais clairement, c'est là où il y a potentiellement des choses à faire. Et il y a vraiment cette histoire de réseau, toujours, hein, qui est que dans la vraie vie, comme sur les réseaux sociaux, on peut rebondir d'une personne à l'autre et que quand on est ouvert, et ben, du coup, tout arrive. Je suis D'accord. désolé. Non, non, mais cette notion de réseau, c'est très important. Et justement, moi, j'ai mis beaucoup de temps. Déjà, quand j'ai commencé à bloguer de manière sérieuse, j'étais en Chine. Avec le web, bon, on peut se créer un réseau en ligne déjà, mais quand on commence à bloguer, par quoi on commence? Comment on Bah, se crée notre réseau? on commence par lire les autres. D'accord? On commence par, on commence par commenter chez les autres. Enfin, on commence. En parallèle de la production de contenu. En fait, dans les 3 tiers de tout à l'heure, il y a les 2 premiers tiers qui sont je publie et je vais commenter ailleurs, qui sont au cœur du truc. D'accord. Et euh, après, je peux pas vous dire autre chose que, c'est long. Tu parlais de 2 ans. Quand on se lance dans un secteur d'activité, c'est relativement long, sauf à faire. Mais il y a des possibilités de contenu. Vous faites, je sais pas moi, tout ce qui est liste, par exemple. Les listes, les 10 meilleurs outils pour Mhm. gérer sa page Facebook. Tu as fait un billet de blog récemment, les 32 conseils pour gérer sa page Facebook. Tu as Mhm. tous ces types de contenus-là. Les listes, ça fonctionne très bien. Les tops, les flops un peu moins, mais ça peut me faire marrer les gens. Enfin, il n'y a qu'à voir d'ailleurs, hein. Vous regardez les pages d'accueil de Minute Buzz, BuzzFeed et ce genre de trucs-là, c'est que ça. Et ça fait venir des gens. Après, c'est pas forcément hyper intéressant, Mhm. mais vous pouvez dupliquer cette idée-là et cette logique-là dans vos propres secteurs d'activité. Sur la cuisine, ça peut être les 5. Alors, je connais assez mal, mais disons je sais pas, les 5 meilleurs plats pour préparer un gâteau. Sur la finance, ça peut être les 5 astuces pour euh, utiliser Twitter pour suivre un cours de bourse. Enfin, je sais pas. Après, moi, Mhm. il y a plein de trucs, mais en fait, un des conseils en termes de format, c'est d'aller regarder les sites qui cartonnent, type Minute Buzz, BuzzFeed, Upworthy aux US ou ce genre de truc-là, et regarder quels sont le type d'articles qu'ils font, et se dire, tiens, est-ce que ce format de liste, est-ce que ce type de truc comme un diaporama, ou un truc qui a cartonné, par exemple, l'an dernier aux États-Unis, l'article le plus lu du New York Times, c'est un quiz. C'est un truc tout bête où on répond à des questions, on fait suivant, 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 et on se baladait dans le contenu comme ça. D'accord. Bon, c'est regarder ces trucs-là et se dire comment je peux décliner ces formats-là sur mon thème. Euh, Par exemple, je suis en train de faire une série modeste sur les extensions de navigateurs qui sont utiles pour un journaliste. C'est tout bête, mais c'est a priori le genre de truc qui devrait fonctionner.
Mhm. Euh, voilà, après, on peut se planter, hein. Donc s'inspirer vraiment de ce qu'on voit. Mais voilà, c'est s'inspirer et puis, euh, ouais, Voilà. s'inspirer. Alors, pour terminer, fermer cette page sur ton parcours, tu me disais que tu étais disposé à partager un peu tes revenus et c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop en France, mais moi, ça m'a toujours aidé de comprendre un peu comment les gens gagnaient de l'argent. C'est pas simplement de la curiosité, il y a un peu de ça là-dedans, mais il y a un côté éducatif. Est-ce que tu voudrais partager un peu comment tu gagnes l'argent, quoi, combien tu gagnes et à- Alors, en gros, où sont tes sources de revenus? ouais. Pour qu'on ait une idée de ce que tu fais et pour qu'on s'en inspire peut-être. Alors, j'ai trois activités qui sont une activité historique et une activité de journaliste, donc plus de rédacteur. D'accord. Cette activité-là, grosso modo, elle me rapporte 20% de mon chiffre d'affaires. J'ai Ok. une seconde activité qui est une activité de formateur, qui, elle, va me rapporter grosso modo 50% de mon chiffre d'affaires. Et il me reste 30% qui sont faits plus par des missions de conseil ou d'accompagnement. Voilà. Alors, je travaille tout seul et je suis en queue de chaîne alimentaire, entre guillemets, c'est-à-dire que quand je fais intervenir des graphistes ou des designers ou des développeurs ou tout ce qu'on veut autour d'un projet web, ce sont des gens qui facturent de leur côté. Donc, j'ai pas un chiffre d'affaires qui est considérable, puisque en gros, hein, très, très sincèrement, en hors taxe par an, je suis autour de 80 000. Euh, donc ça, c'est très clair. Ce qui est bien, C'est hein, pas mal. Ah oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Non, mais je dis pas du tout que c'est pas bien. D'accord. Je suis très content et voilà. Mais voilà. Alors après, il y a ce que tu touches et ce que tu redonnes. Ouais. Alors, en l'occurrence, j'expliquais que j'ai pas de prestataire. C'est-à-dire que je ne vais pas payer du coup un dev, ne serait-ce que 1 000 € par mois pour s'occuper de mon site. C'est moi qui le fais, mal, mais c'est moi qui le fais. Non, mais je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas, voilà. Donc, euh, les seuls prestataires que je vais payer sont un comptable, sont des trucs qui sont pas de la prestation, mais qui sont une assurance professionnelle, qui sont voilà, donc ce genre de l'internet, du mobile, enfin bref. Donc ça, j'en ai grosso modo pour, je dirais 600 € par mois. D'accord. Et puis après, on a tout ce qui est charges sociales, impôts et ce genre de trucs-là, qui correspondent à peu près à, en tout cas chez moi, c'est grosso modo 50% du chiffre d'affaires. Ok. Et donc en fait, il reste in fine sur ces 80 000, il reste un tiers. Ok. C'est finalement, c'est pas tant que ça, hein. C'est bien, non mais ça va, mais je sais clairement pas. En fait, tu parlais tout à l'heure, tu me demandais ce que je regrettais. Ce que je regrette peut-être, c'est de ne pas avoir euh, pris le temps ou eu le courage de vraiment monter une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence, et je ne me considère pas comme un entrepreneur aujourd'hui, mais effectivement comme un solopreneur, comme tu dis, ou comme quelqu'un qui travaille en indépendant. Mhm. Et il y a une différence fondamentale entre ça et être entrepreneur. Et ça fait plusieurs moments où je me dis, tiens, j'aimerais bien monter une vraie boîte et aller proposer vraiment quelque chose. Mais ça veut dire que j'aurais suffisamment formalisé une offre commerciale pour aller voir des gens en leur disant, bah voilà, moi ce que je sais faire, c'est ça, ça et ça. Or aujourd'hui, c'est vrai que les gens viennent à moi plutôt. Et c'est super confortable en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de commercial, entre guillemets, c'est plus, tiens, j'ai telle problématique, j'ai lu un blog là-dessus, tiens, c'est ce mec-là, il a l'air, voilà. Calé. Voilà, et donc ça le fait ou pas, mais ça vient comme ça. Alors peut-être vraiment pour clore ce chapitre, ce serait de toutes ces années, forcément tu as une liberté que d'autres n'ont pas par Ah, rapport ça à c'est sûr. voilà, tu habites à Salon de Provence. Une liberté par rapport à ton temps, tu fais quelque chose qui te passionne. Est-ce que tu pourrais donner un dernier encouragement à ceux qui veulent vivre de leur passion? Il y a des difficultés, on en a parlé, mais il y a aussi des très très belles choses et que tu as pu expérimenter. Est-ce que tu peux Alors, nous en parler? après, tout dépend du truc de la vie personnelle. Mais quand vous allez vous lancer dans votre passion, il va y avoir deux choses qui sont très importantes. C'est un, enfin je pense en tout cas, et moi j'ai eu la chance de l'avoir, c'est euh, d'avoir aussi d'autres centres d'intérêt ou en tout cas d'autres personnes. Voilà, moi quand je me suis lancé, j'étais déjà marié, j'avais des enfants, et donc ça vous fait redescendre un petit peu et ça vous permet d'être un peu ouvert sur d'autres choses. Parce qu'un des trucs que le web fait,
quand on le fait de façon un peu professionnelle, c'est que du coup, on va lire des choses qui sont intéressantes professionnellement parlant, on va discuter avec des gens professionnels, ce genre de trucs-là, et finalement, on finit par s'appauvrir. On devient un peu con quand on se spécialise extrêmement sur un sujet, parce que du coup, on prend plus le temps d'aller lire d'autres trucs ou d'aller découvrir d'autres trucs. Donc, vivez de votre passion, mais essayez de garder des potes qui soient un petit peu en dehors de votre passion, ou une famille, si vous en avez une, ou ce genre de truc-là. Et une des difficultés, par contre, pour le coup, c'est de réussir à la fois taffer comme un malade, parce qu'il faut taffer comme un fou pour lancer le truc, et D'accord. pour continuer à le faire vivre après. Tu as raison, il n'y a pas, y a pas de recette miracle. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est du boulot. Et après, il y a euh, cette idée donc de sortir de cette passion pour pouvoir respirer un peu, quoi. Mhm. Chez vous, vous êtes ni le premier, ni le dernier, vous n'êtes pas le seul sur le business, donc Mhm. voilà. Bon. Et le second truc, c'est que c'est kiffant. Vraiment, Ouais. c'est tripant. C'est tripant si vous apportez vraiment quelque chose. Si vous êtes vraiment dans une logique juste commerciale de vivre en indépendant, c'est tripant à titre personnel parce que ça permet de gérer son emploi du temps. Moi, typiquement, par exemple, l'été, j'ai pas de formation. Or, je me déplace essentiellement pour des formations. Donc ça veut dire que l'été, je peux être où je veux. Et j'ai la chance de pouvoir aller dans un petit coin hyper sympa qui est à la montagne. Et voilà, donc pendant 2 mois l'été, Wow. je suis calé ailleurs, j'ai une connexion Internet, mais tout l'été, je bosse de 6 heures à midi. Ok. J'écris, je réfléchis, je lis, je fais ma compta, je fais les trucs que j'ai laissé traîner dans l'année, enfin, où je suis censé faire ça, mais je le fais pas forcément. Et l'après-midi, voilà, du coup, on va s'occuper d'un petit club de voile, et on loue des katas, des planches et tout. Et ça, il y a vraiment rien d'autre que l'indépendance. Mhm. Même entrepreneur, on peut pas faire ça. Parce qu'entrepreneur, on a des salariés, on a des trucs, c'est pas possible. Mais Super. indépendant, c'est un choix de vie. Vous n'allez pas forcément gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais si vous êtes prêt à conserver un petit peu de temps pour la famille, pour des loisirs et ce genre de trucs-là, alors c'est vraiment la solution parfaite. Mhm. Mais vous allez adorer, hein. Mhm. Et je pense que ta famille adore aussi de pouvoir t'avoir tant de temps que ça. Wow. Bah après, alors oui, probablement, probablement. Probablement. Après, c'est pas toujours simple, mais. Alors, un outil que tu as découvert dernièrement que tu pourrais recommander. Tu en as énormément sur newresource.org, mais un seul outil que tu recommanderais à un blogueur. Alors, alors, il y a un truc, vraiment, on en parlait tout à l'heure sur la logique des formats. Il y a un plugin, alors c'est peut-être pas. Voilà, mais sur le contenu, puisque quand même c'est un peu mon truc. Il y a un plugin qui est vraiment super intéressant qui s'appelle Eyes Up Story et qui vous permet en fait de créer directement dans WordPress ces fameux formats longs qui sont donc ces articles très épurés avec des jolies photos, avec des vidéos et tous ces effets de lecture qui sont super, super agréables. Donc, euh, je vous invite à aller voir. Le développeur a fait du crowdfunding et du coup a développé le truc. Euh, Comment ça s'écrit? alors, ça s'écrit A-E. Alors, attends. A-E. Voilà. A-E-S-O-P-S Stories, S-T-O-R-I-E-S.com. Peut-être Ok. que tu mettras le lien dans le truc ou Ouais, super, y a en pas tout de cas bah, je problème. te l'enverrai, LinkedIn. Mais, Super. mais voilà. Et donc voilà, donc le mec a fait un petit crowdfunding pour finir son développement. Il l'a poussé là il y a une semaine. Ok. Il avait fait une version bêta il y a quelques semaines, mais qui était un petit peu discutable. Là, c'est propre et vraiment pour du format un peu différent. Parce que voilà, pour se différencier dans le contenu, c'est soit par le fond, soit par la forme. Donc, un des moyens de prendre un peu d'avance, c'est de regarder ce plugin-là et de voilà. Il y en a d'autres, hein. Il y a ScrollKit qui est dans la même idée. Euh, voilà. Et puis, si vous travaillez souvent de la donnée, des graphiques, enfin, je sais pas si voilà, vous aimez bien faire des courbes et ce genre de trucs-là, il y en a deux qui sont assez intéressants. Il y en a un qui s'appelle Infogrames Ok. infogrgr.am Ok. qui vous permet donc de faire un peu de data visualisation. Donc vous collez un fichier Excel et ça vous faire des jolies courbes. Et il y en a un autre qui est un peu plus austère, mais qui est vraiment super bien, qui est développé par des Français qui s'appellent Pierre Romera, Nicolas Kaiserbril et tout, qui sont basés à Berlin notamment, qui s'appelle Data Wrapper, D-A-T-A-W-R-A-2-P-E-R. Mhm. Donc voilà, en termes d'outils sur le contenu, pour faire des nouvelles choses, il y a ces trucs-là. Et un dernier, Vas-y, autour, vas-y. autour du webdoc et des formats un petit peu longs. euh,
Il y en a un qui s'appelle Jehouti, Djehouti, qui est donc un outil qui permet de scénariser son webdoc. Donc vous prenez les éléments, vous les placez à tel endroit, là vous mettez une vidéo, là vous mettez un truc, là vous mettez un petit menu, un peu comme un DVD en fait à l'époque, les vieux DVD, enfin les CD-ROM. Oui. Voilà. Et Jehouti en l'occurrence développe un outil qui s'appelle RacontR, RACONTR, qui va faire un petit peu la même chose que Aesop. Bon. Ah dis donc c'est vachement long, hein. On a été vachement long. Super. Voilà. Alors, juste pour que les auditeurs et ceux qui nous regardent paniquent pas, tout sera sur vivredesonblog.com/62. D'accord, le nombre 62, vous allez tout retrouver. Pas de panique, je vais tout taper et il y aura les liens. Merci beaucoup, Cédric. Une dernière question pour terminer cette interview. Est-ce que le blogueur, c'est le journaliste de demain? Ah voilà. Ça peut. C'est-à-dire que historiquement dans les rédactions, les journalistes ne faisaient pas du tout d'études de journalisme. C'est assez récent, les études de journalisme. Et en fait, dans une rédaction, euh, vous allez avoir souvent des experts qui deviennent journalistes. D'accord. Et en fait, ce qui est assez intéressant, avant, enfin je dis avant, mais dans les quotidiens, par exemple, on avait juste 15 à 20% des gens qui étaient des journalistes qui avaient fait des études de journalistes. Mais aujourd'hui, les journaux ont besoin de gens qui sont experts et de gens qui sont euh, passionnés, mais qui sont capables de critiquer leur passion aussi, hein. Il faut faire attention à ce truc-là. D'accord, oui. Euh, et donc, euh, un bon blogueur peut tout à fait devenir journaliste. Il y a aucun, Ok, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. très bien. Merci Cédric pour ta générosité, ton authenticité. On a appris énormément de choses. Si quelqu'un veut en découvrir un peu plus sur toi, veut lire un peu plus de ton contenu, où est-ce qu'il devrait aller? Euh, eh ben, il doit aller sur newsresource.org. Alors, bah, tu mettras le lien. Ouais. Euh, Pluriel.org. sur, sur Twitter, c'est @chewing, CHOUING. Et voilà, et je suis évidemment à votre dispo pour continuer la discussion avec grand plaisir. Et Super, merci merci beaucoup, Cédric. Lincoln, pour ton accueil et d'avoir initié ce rendez-vous. Merci pour ton temps et puis passe un bon samedi dans le sud de la France avec le beau soleil, je suppose. Effectivement, ça arrive. C'est 9 fois sur 10, ça marche. Très bien, Bon. merci Cédric. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.